Hello et bienvenue dans After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes. Moi, c'est Rocha et aujourd'hui, on va parler des écoles d'art dramatique qui forment les futurs acteurs, danseurs, comédiens et comprendre ce qu'il en est vraiment. On voit ça ensemble. Alors, pour cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir une future star, Valentine, Valentine, qui est, qui est actuellement en cursus et en master, qui a fini son master en 1 an dans une drama school et qui va nous parler un peu plus de ce type de parcours, de ce type d'école dont on entend assez peu parler. Bonjour Valentine, Bonjour! comment ça va? Bah, ça va super. Alors, tu vas venir nous parler de la Starac À la Star Academy. Premier degré, j'aimerais faire la Starac un jour. Voilà, c'est posé. Ah bah voilà, hein. Vous l'aurez attendu ici en premier, hein. Et donc, bah, tu vas venir nous parler un petit peu de ton école, de comment ça se passe derrière, des cours, de comment on est admis et de la vie, au quotidien. OK, Donc on va peut-être donner quelques chiffres et quelques infos importantes. Tu dis quoi? nickel, ça part. Alors, donc 1 chiffre, on sait que les drama school, alors ça je savais pas du tout, mais c'est très, très sélectif. Il y a souvent moins de 5 d'admis. Donc parmi tous les candidats, il y a à peu près 5 qui est gardé. Toi, ça s'est passé comment et enfin, comment tu t'es, rendu compte que le taux d'admission était assez faible? Alors, en fait, j'ai fait 2 écoles, d'art dramatique. J'ai fait les cours Florent à Paris où ça, je pense, il faut à vérifier, mais je pense que c'est pas très sélectif parce que c'est sur 3 ans et ils veulent voir du potentiel, donc ils disent souvent oui à la majorité. Mais par contre, la Royal Academy of Music que j'ai fait à Londres, je me souviens très bien, j'ai regardé sur internet taux d'admission, RAM et il y avait écrit genre, ouais 10 un truc comme ça, donc j'étais en mode: «Ah bon?» Mais je pense que ça s'explique parce que les écoles comme la Royal Academy of Music, c'est des écoles avec beaucoup de personnes qui viennent de l'international. Donc forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui postulent et ils sont très sélectifs. Donc forcément, il y a peu de place aussi à la RAM comparé au cours Florent. Au cours Florent, c'est sur 3 ans et je crois qu'en première année, il y a plus de 800 élèves. À la RAM, dans la section comédie musicale, on est 30 max par an. Donc et il y a le monde en et un peu des gens des 4 coins du monde qui, postulent donc ça s'explique comme ça, je pense. Ouais, voilà, il y a beaucoup plus d'offres, que de demandes et en plus, voilà, comme ça s'ouvre à l'international, Ouais, c'est comment dire? Vous avez le pire, des 2 côtés, quoi. Peu de oui, place ça et en plus, beaucoup d'offres. voilà exactement. Beaucoup de demandes, je voulais dire, c'est ça. Je suis un peu fatigué. Mmh. Heu, 2 chiffre, alors ça, vraiment, ça m'a étonné, c'est que le taux de diplomation, il est assez bas. Là, je prenais l'exemple de George Brown Theatre School, qui a moins de 60 des étudiants admis qui terminent leur cursus. Donc 6 étudiants sur 10 qui finissent leur cursus, alors que donc c'est-à-dire qu'il y en a 40 pour raison X, Y, mais est-ce que tu t'es rendu compte de ça, toi, dans ton école, qu'il y avait des gens qui arrêtaient? Non, pas alors encore une fois, pas à la RAM à Londres parce que c'est qu'1 an donc tu serres les dents pendant 1 an parce que c'est très intense, mais aussi enfin, tu ça, mais c'est intense. Mais ça m'étonne pas ce chiffre. Encore une fois, je vais parler du cours Florent, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent au bout de 1 ou 2 ans parce que c'est des études artistiques donc comme tu sais, les débouchés, sont pas il y a pas de garantie très précise de qu'est-ce que tu vas faire après une école d'art. Donc souvent, il y a des gens qui un peu tentent et qui se disent: «En fait, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi?» hem, c'est ça dépend des gens et par exemple, je sais qu'au cours Florent, pa de la première à la deuxième année, ils ont si en première année, tu as 800 places, en deuxième année, tu vas en avoir 600 et donc l'école, elle va pas dire oui à tout le monde, ça dépend de ton niveau, mais la majorité des gens qui dégagent, c'est des gens qui partent d'eux-mêmes, en fait. Qui sont en mode: «En fait, moi, en fait, j'aurais dû faire une fac d'éco», enfin, voilà, vraiment les gens souvent partent un peu d'eux-mêmes parce que, bah, c'est un choix de vie et des fois on pense enfin, on peut se dire: «Oh OK, c'est du théâtre, ça va être tranquille» et en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué en termes d'investissement
de travail, investissement personnel aussi et aussi de la non garantie d'avoir un métier après, quoi. Ah ouais, ouais. Ah oui, donc ouais, vraiment, soit les gens abandonnent, soit ils sont pas pris, mais dans une grosse majorité des cas, c'est que les gens, enfin, se rendent compte, que ça demande plus et qui peut-être qu'ils sont pas forcément faits pour ça. Mais, Mmh. c'est vrai que moi, ça m'avait un petit peu, pas outré, mais choqué. 60. Ouais, Donc, c'est et surtout, ça peut être plus important, mais là, comme les effectifs sont assez petits, comme tu nous l'as dit, on va dire 40. C'est gros en proportion, mais en valeur absolue, c'est petit parce que, bah, quand vous êtes des petits effectifs, ouais. ça prend vite, des grosses proportions. Mmh. Et dernière info, c'est la diversité ethnique et culturelle. Alors, parce que moi, je vais pas mentir, moi, les seules, dire écoles, on va dire, représentation d'art dramatique, pour moi, c'est Undo Stress et Starac, hein. Vraiment, il y a rien de plus dans mon esprit, mis à part ça. Et bah, je m'en rendais pas compte, mais il y a quand même une grosse diversité, culturelle et ethnique, dans les drama schools, surtout au Royaume-Uni. C'est passé de 14 en 2016 à plus de 21,5 entre 2019 et 2020. Ouais Donc, et ça c'est vrai. Il faut vraiment je sais pas en France, mais je sais qu'au Royaume-Uni, ils font vraiment attention à la diversité et à être inclusifs, qui est très bien et par exemple, là, je peux te donner un exemple, ils viennent d'annoncer sur les réseaux sociaux le nouveau cast je crois qu'ils font Grease, la comédie musicale et le cast est complètement, blanc pour cette production et les gens sur les réseaux sont en mode, comment on dit en français? Oh là là, horrible. Heu, après non pas outré, en gros en mode, on blâme pas les acteurs qui ont été pris, tant mieux pour eux d'avoir eu ce contrat, mais comment ça se fait qu'en 2025, le tout le cast soit juste blanc? interloqué, Et les gens maintenant en fait, je pense qu'il y a vraiment une libération de la parole par rapport à ça et c'est bien parce que du coup tout le monde a enfin il y a plus, d'équité, je sais pas si c'est le bon mot. Il y a plus de chances pour tout le monde quoi, donc ça c'est bien. mmh, et dans ta classe, est-ce que tu voyais aussi ça, Est-ce qu'il y avait des gens un petit peu de tous les coins du monde ou Ouais, c'était assez ouais, ouais, je pense qu'on va dire, je pense un quart de la classe était anglaise, américaine et après il y avait vraiment de partout. Il y avait français, mais bon français c'était moi, c'était blanc. Mais il y avait, ouais, il y avait vraiment il y avait de tout. Attends, j'ai plus, je crois qu'on avait fait une carte, du monde avec, mes amis de d'où on venait, mais c'était super international. Portugal, France, Australie, heu, Asie, je sais plus où, Mexique, enfin il y avait vraiment Nouvelle-Zélande, il y avait vraiment de partout et alors que sur une classe de 25-30 élèves en plus. ouais. C'est énorme, hein? C'est vraiment, c'est vraiment fou. Genre, j'arrive pas à me représenter ça, genre, qu'il y ait au moins plus de 10 pays, dans une même classe de 25-30 élèves, Ouais, c'est vrai que dit comme ça, pour moi, ça me paraissait normal et c'est vrai que dit comme ça, je suis en mode: «Eh, c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi». bah, dis-toi que même dans de grandes écoles, c'est rare qu'il y ait plus de 15 pays. C'est assez rare. Ouais. Tu peux avoir l'Espagne, l'Italie, le Maroc, des fois l'Algérie, la Tunisie, le Mmh. Brésil, heu et il y a peut-être, quelques autres comme l'Allemagne, mais c'est très on va dire, il y a très peu de Ouais. personnes. Donc, déjà égaler les 10 pays, c'est quand même un beau palmarès. Mais, être au-dessus de 10 pays, mais pour des écoles, on va dire que c'est assez rare. Après voilà, c'est un autre type d'école. Parce que, la comédie musicale, c'est vraiment un truc qui a été créé dans les pays anglo-saxons, donc tu sais, à Broadway d'abord et le West en gros, tu as les deux endroits où la comédie musicale est le plus important, c'est à Broadway et le West End à Londres, donc dans des pays anglophones et c'est pour ça que ça rassemble beaucoup de personnes de partout dans le monde parce que alors il y a du tu vois, il y a de la comédie musicale à Paris, par exemple, mais il y a moins d'opportunités qu'à Londres. Donc le rêve un peu de tous les gens qui font de la comédie musicale, c'est d'être au West End ou à Broadway et comme, quelqu'un qui vient du Mexique, il y a de la comédie musicale au Mexique, mais il se dit: «Si je vais étudier à Londres, je vais étudier avec la crème de la comédie musicale». Donc je pense que ça s'explique comme ça. Alors que, par exemple, une école de genre de maths, tu as pas besoin de quitter ton pays pour faire la meilleure pour te former de la meilleure manière possible en maths, tu vois? Non, je crois, il y a ouais, c'est cet appel, on va dire à l'ambition, dans le sens où, bah, là où ça se fait le mieux,
il y a vraiment deux trois sites et vaut mieux aller là-bas parce qu'on sait que l'environnement sera bien meilleur. Ouais. C'est vrai quoi, je comprends tout à fait ça, ouais. OK, très bien. Alors, on va passer à l'interview avec la première partie sur la présentation de ton parcours. Alors, première question, bon, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours académique depuis le bac? OK. Alors, bah, moi, c'est Valentine. Après mon bac, j'ai commencé les cours Florent section comédie musicale et une licence éco-gestion à une université, je sais plus laquelle parce que j'ai arrêté au bout de 6 mois. Parce qu'en fait, en gros, j'ai voulu faire 2 formations qui étaient, comment on dit, à temps plein, en même temps. Le courage. Ouais et c'est juste pas possible en gros, parce qu'en gros, à la fac, on peut rater les cours magistraux et juste aller au TD le soir et tout, mais bon, quand je suis allée aux premiers examens de la moitié de l'année et que j'ai rien compris, je me suis dit: «Bon, il y a un problème là» et j'ai quand même eu, je vais un peu me la péter, mais j'ai quand même eu, je crois, 11 de moyenne à ces examens où j'ai littéralement inventé des formules. Je me suis dit: «Bon, allez», donc en soi, c'était pas si catastrophique que ça, mais du coup, j'ai décidé d'arrêter, la fac et de juste finir ma première année, cours Florent comédie musicale et après, je me suis posé une vraie question dans ma tête. Je me suis dit: «OK, est-ce que je vais pour, full études artistiques ou est-ce que je me dirige vers, des études académiques un peu plus classiques pour avoir quand même un diplôme, bah, pour pouvoir, manger quoi dans la vie plus tard si j'ai pas, un Ouais, de contrat». secours. Ouais, voilà et en fait, parce que quand j'étais au lycée, j'avais passé les concours d'entrée à l'EDEC et j'avais été admise, sur, dossier et la première année, je leur ai dit: «Non» et après j'ai reconsidéré et je me suis dit: «Bon, va faire tes études académiques maintenant». Surtout que c'était une école de commerce, donc pas une prépa, donc faut travailler évidemment, mais j'ai quand même le temps de me former à côté, donc je suis allée à l'EDEC. J'ai fait un Global BBA de 4 ans. Donc global, ça veut dire que tout était en anglais, donc c'était international. La première année, c'était à Nice et j'ai un peu refait ce que j'avais fait, la première année après le bac. C'est-à-dire que j'ai fait pendant que je faisais ma première année à l'EDEC, je faisais une formation professionnelle du danseur, dans le sud et j'ai un peu frôlé le burn-out parce que, bah, l'EDEC, ça devait être quoi? 35 heures, 40 heures par semaine et la formation, c'était, 25-30 heures par semaine. Donc, encore une fois, j'ai fait Mmh. De temps plein, quoi. ouais, de temps plein et donc c'était un peu, je passais ma vie à courir entre les 2 écoles et c'était un peu compliqué et il y a eu le covid à la fin de cette première année où enfin le confinement et j'étais très contente des 2 premières semaines de confinement. J'étais en mode: «Oh oui, pitié, laissez-moi respirer». Donc ça va. Après la deuxième année de l'EDEC, c'était à UCLA Extension à Los Angeles, mais comme c'était encore une fois les confinements, les trucs comme ça, j'ai tout fait en ligne et c'est là et en fait, au lieu de rester dans le sud, mon père, il m'a dit: «Mais retourne finir ton année le cours Florent». Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué les cours Florent, mais cette fois que section théâtre, parce qu'en gros, section théâtre, c'est genre 12 heures par semaine, alors que section comédie musicale, c'est bien 35 heures par semaine. Du coup, j'ai fait ça. Donc la journée, j'avais cours de théâtre et le soir, comme c'était avec l'UCLA et qu'il y avait le décalage horaire, j'avais mes cours le soir. Donc ça se mettait plutôt bien en termes d'organisation, d'emploi du temps. Donc j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai fait un stage en tant qu'assistante de production pour une, boîte de cinéma à LA, en ligne aussi, parce qu'il y avait le covid et Ah après, oui. je suis partie 1 an et demi à Singapour faire ma dernière année d'études. Pendant un an, j'ai étudié à l'université, à NTU, à Singapour et après je suis restée 6 mois de plus pour faire mon stage de fin d'année, dans une boîte de production à Singapour aussi, en tant qu'assistante de production et là-bas, pareil, en gros, j'avais mes cours le matin et l'après-midi, j'allais, je m'étais vraiment renseignée avant. Je suis allée faire plein de cours de danse, de chant, des masterclass, des workshops de théâtre. J'ai vraiment fait mon réseau, là-bas de malade, mais pas pour le but de faire un réseau, juste vraiment pour, je voulais m'entraîner et voilà. Après pendant mon stage, il était 3 mois en Indonésie sur un plateau de tournage. C'était pour une, série Netflix en malaisien, c'était incroyable Mais on te et voit dedans? ouais, je fais de la figuration dedans. Ah bah, tu nous diras quel épisode, hein? Non, mais je crois que c'est que sur le Netflix asiatique malheureusement. Oh non! C'était assez incroyable comme expérience parce que du coup, bon, j'étais très peu payée parce que là-bas, les stages, ils sont pas obligés de payer leurs stagiaires donc j'étais: «S'il vous plaît, payez-moi, c'est pas eux qui me payaient».
une misère, mais c'est pas grave, c'était tellement bien, genre par contre, je bossais vraiment, tous les jours sauf le vendredi et de 9 heures à 4 heures du matin, je pense, un truc comme ça, quasiment tous les jours. Qu'on tourne beaucoup de nuit et on compte pas les heures, hein. Vraiment, quand tu travailles pour le cinéma, tu comptes pas tes heures, hein. C'est pas à 17 heures: «Bisous, c'est fini». C'est ch Ouais, mais par contre, qu'est-ce que c'était bien, genre, en gros, au avant le tournage, j'ai aidé à la production, les contrats, les trucs comme ça et tout. Pendant le tournage, j'étais la clap girl, donc je faisais scène 38, épisode 20, prise 4, caméra A, clap et souvent, bah, dès qu'ils avaient besoin de figurants, ils demandaient à l'équipe de s'habiller et c'était en gros, la série, ça se passe dans le Singapour des années 50 donc et dans le milieu un peu, de la de gangsta mafia donc j'avais des trop belles tenues. Enfin, c'était vraiment incroyable comme expérience et après les 3 derniers mois, je suis retournée sur Singapour où je travaillais dans leur bureau et je faisais de la post-production donc je faisais des effets du montage, les effets spéciaux et les sous-titres surtout et ça, c'était souvent j'étais en ligne et tout, donc ça, c'était sympa et à côté, j'ai été prise dans des spectacles, là-bas. Donc j'ai fait des cabarets, j'ai fait, une comédie musicale qui s'appelle Theory of Relativity et Rent aussi et là-bas aussi, à un moment, il y avait un Fringe Festival de comédie musicale. Donc j'ai écrit une comédie musicale que j'ai mis en scène et dirigée et joué dedans aussi. Je me suis donné un rôle tant qu'à faire. Et ça, c'était assez incroyable. C'était au milieu de mon séjour à Singapour. Il y a mes parents et ma sœur qui étaient venus me voir d'ailleurs, c'était incroyable comme franchement, c'était incroyable. Voilà et après, pendant que j'étais à Singapour et pendant que je faisais tous ces spectacles, parce que je faisais ça, non, en fait, pendant ces spectacles, j'avais une de mes collègues, qui était sur scène avec moi qui m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas un master de comédie musicale?» et moi, j'étais en mode: «Quoi? Un master?» Ça existe pas en France, les masters de comédie musicale. Genre en France, les écoles d'art, c'est du privé ou alors il y a les conservatoires, mais c'est conservatoire de il y a un conservatoire de comédie musicale à Paris, mais bon, voilà, il y en a un, quoi. Ça existe pas les masters de comédie musicale et j'ai une amie qui m'a dit: «Ouais, il y a la Royal Academy of Music à Londres, il y a moyen que tu rentres» et elle m'a dit ça, j'étais en mode: «Bon, bah, je vais regarder». Je me suis renseignée, tout ça, tout ça. Ça, c'était au début de mon stage là où j'étais en Indonésie et tout. Donc je m'étais juste renseignée, genre envoyé des mails et après j'ai commencé mon stage où j'avais plus de vie parce que j'étais tout le temps sur plateau et après une fois que je suis rentrée à Singapour, je suis retournée sur, le site de l'ARAM et j'ai vu, audition terminée. J'étais en mode: «Putain, non, j'ai raté la deadline». Donc je leur envoie un mail: «Coucou, on a échangé ensemble il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a moyen que j'auditionne encore pour la rentrée en septembre?» Et ils m'ont dit: «OK, tu as 1 semaine». Donc j'avais une semaine pour, faire tout le processus du premier tour d'audition et après j'ai été prise pour le deuxième tour et après j'ai été prise et du coup j'ai déménagé à Londres, direct après, Singapour et depuis là, ça fait bientôt 2 ans que je vis à Londres et voilà, Waouh! Et rappelle-nous ton âge là? j'ai 25 ans. Voilà, bravo. Vous écoutez, regardez la réussite à 25 ans. J'ai réussi à me dire. Ah, incroyable, franchement incroyable, trop bien ton parcours, genre, de faire plein de choses en même temps, aussi bien du pro, des études, du perso, se faire son réseau, être allé, en Indonésie, après, Nice, Paris, UCLA, Ouais, c'est incroyable. Franchement, à 25 ans, il y a peu de gens qui ont ce parcours-là. D'avoir fait plusieurs pays, d'avoir fait même, on va dire concrétiser un projet, donc là, tu ouais, de de ta pièce, c'est ouais. quand même, c'est dingue. En vrai, tu peux en être fier, vraiment et je le dis premier degré, hein. Merci. Alors, à quel moment tu t'es dit: «Je vais devenir, actrice, je vais être dans l'acting, je vais être dans, les cours de théâtre»? Est-ce que c'était, on va dire, depuis l'enfance ou tu as mûri ça avec les années ou est-ce qu'il y a un déclic? Non, c'est vraiment depuis que je suis toute petite, hein, je me souviens, chez moi, j'avais un micro, un faux micro et je passais ma vie avec et quand j'étais petite et quand on me demandait: «Tu veux faire quoi plus tard?» Ma réponse était: «Je vais être, chanteuse, danseuse, superstar». Donc voilà. Je pense que j'étais le genre d'enfant chiant qui faisait des spectacles tout le temps en mode genre: «Eh regardez-moi Mmh mh. ce» chez moi en ce moment, enfin un grand rangement, grand vide, un grand ménage de printemps et je suis retombée sur des cahiers où j'écrivais des chansons et les chansons, oh là là, cringe un peu, mais j'écris des trucs en mode genre: «Je rêve de chanter». Éclaté au tout seul. Enfin, en fait, la comédie musicale, ça m'est venu plus tard, mais en fait, depuis toute petite, je fais du théâtre, je chante tout le temps. Enfin, franchement, tu peux demander à tous les amis de mes parents, ils m'ont tous dit: «Ouais,
quand on prenait la voiture et toi, tu t'arrêtais pas de chanter, quoi, c'est chiant. Genre, depuis toute petite, je danse. Mais par contre, la comédie musicale, c'est en fait, ma mère, elle s'est inscrite un jour à des cours de comédie musicale pour, adultes et il y avait des cours pour enfants. Elle s'est dit: «Mais putain, ça va plaire à Valentine ça» et donc elle m'en parle et moi, j'étais en mode: «Ah, ça a l'air trop nul» et je vais au cours et j'ai vraiment je Révélation. ah mais vraiment, j'ai cru que j'ai vu Dieu, en fait. Enfin, je sais pas, tu sais, quand à un moment où tu as l'impression que toutes les planètes s'alignent, j'étais en mode: «Mais oui! C'est tout ce que j'aime en une activité». C'est tu chantes, tu danses, tu joues, enfin, j'ai vraiment ça m'a vraiment parlé et depuis, j'arrête pas, quoi. Bah, c'est en vrai, c'est trop bien, hein. Et Ouais, en plus, si c'est ton rêve d'enfant, ça va être ton métier passion et en vrai, il y a rien de mieux que des métiers passion, quoi. ouais, Vaut mieux moi, je préférerais faire tous les jours un métier passion que faire un job alimentaire. Après, c'est quand on a la chance, vaut mieux la saisir. ouais. Et donc tu nous as dit que tu avais quand même fait plein de pays. Tu as fait, Singapour, tu as fait l'Indonésie, bah, tu as étudié aussi en France, tu es à Londres. Est-ce que tu as fait d'autres pays, dans ce cursus-là ou? Non, mais c'est déjà pas mal, je pense, en vrai. Ouais, non, Oh, j'ai fait, du coup, UCLA en ligne, la France, Singapour et l'Indonésie. oh, mais c'est pas mal. C'était vraiment je pense que c'était super intéressant d'étudier, enfin toute ma scolarité jusqu'au lycée, j'étais, éducation française et après d'avoir une éducation un p a anglaise, internationale, de voir comment la différence entre un prof américain et un prof de Singapour, c'était super enrichissant, je pense, comme expérience. Ouais. Justement, ça fera l'objet d'un prochain épisode After School. On va parler, de diplôme à l'international et d'étudier à l'international. Est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie sur ton école et sur le fonctionnement interne de ton école. Tu vas essayer de nous expliquer un peu tout ça. Alors, si tu devais décrire pour les schoolos qui nous écoutent, c'est quoi une drama school? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est quoi? Alors, définition un peu simple, c'est une école qui propose des cours pour te former dans l'art de jouer et pour mon école, donc la Royal Academy of Music, ça t'apprend l'art de la comédie musicale, donc jouer, chanter et danser. OK. Voilà. Et c'est réutilisable? On peut être, par exemple, comédien, dans des comédies musicales et après être acteur? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Ouais, alors ouais, ouais, en comédie musicale, faut vraiment savoir chanter. C'est vraiment enfin, en tout cas, dans les pays anglo-saxons. En France, il y a encore cette démarcation dans c'est en train de passer, mais genre, je me souviens de spectacles d'il y a 5 10 ans où, tu avais la personne qui chantait, quelqu'un qui jouait et quelqu'un qui dansait et c'était et j ça «m'énervait» entre guillemets dans le sens où j'étais en mode: «Faites les 3 genre c'est tellement plus impactant parce qu'une chanson de comédie musicale quand c'est bien fait, c'est pas juste pour faire des, Oh my god, elle chante trop bien». C'est un monologue en fait, une chanson, tu sais? C'est quand le personnage, plutôt que de parler, c'est tellement intense ce qu'il a à dire qu'il va le chanter, en fait. C'est ça, en fait, quand c'est pour ça qu'on a créé les comédies musicales. En Angleterre, en tout cas, dans les comédies musicales anglo-saxonnes, tu es obligé de savoir chanter pour les comédies musicales. Danser, c'est pas obligé. Souvent, il y a des faut savoir bouger un peu, mais souvent, tu vois bien que les chanteurs les rôles principaux, ils vont dansouiller un peu sur scène et il va y avoir l'ensemble derrière qui vont être des danseurs professionnels pour donner vie à l'histoire. Mais les chanteurs principaux, ça dépend des spectacles. Genre, si tu vas voir Cabaret, par exemple, faut vraiment savoir danser. Mais si tu vas voir Les Misérables, Jean Valjean, il va pas danser, quoi. Faire son meilleur twerk? Ouais, ouais. Non, ouais, par exemple, dans Les Misérables, les danseurs, ça va être les jambes dansantes, ça va être, il y a pas beaucoup, beaucoup de danse dans Les Misérables, hein, mais tu vois, ça va être, par exemple, l'ensemble féminin quand tu vas voir, les travailleuses, du sexe, qui dansent, tous les trucs comme ça ou les gens sur les quand ils font la révolution derrière les barricades, il y a un mouvement d'ensemble pour rendre, la scène plus impactante. C'est bien de savoir faire les 3 quand même. Il y a un terme en anglais qui s'appelle être un triple threat. Triple threat, c'est, menace, une triple menace en gros. C'est quand tu es capable de faire les 3. Ouais, faire 3 en 1 quoi. OK. Ouais, Parce que enfin, dis-moi si je me trompe, un chanteur, il interprète une chanson alors qu'un ouais, comédien, heu, de comédie musicale, lui, il joue la chanson. Enfin, il la joue, il fait vraiment de l'acting avec la chanson. ouais. OK. Très bien. Ah oui, d'accord. Et comment ça se passe au niveau de l'admission et de l'intégration donc à la RAM?
Comment c'est quoi les types d'épreuves? Genre, est-ce qu'on te dit de te filmer et après, tu dois danser, chanter? Ou, est-ce qu'il y a des épreuves écrites? Ou est-ce que tu dois aller devant, devant comme, type, The Voice ou, La Nouvelle Star et tu dois faire une performance? Alors le premier tour, c'est en ligne pour tout le monde parce que du coup, il y a beaucoup d'élèves de l'international et le premier tour, pour la rame, tu dois préparer 3 chansons pour montrer, 3 chansons différentes. Il faut montrer différents types de qualité de voix et différents types d'émotions aussi. Donc tu as des chansons qui sont up tempo, donc ça va être les chansons qui sont plutôt rythmées et tu vas avoir les ballades où c'est des chansons plus, heu, lentes, hem, plus c'est souvent des chansons un peu tristes ou, plus sérieuses. Donc 3 chansons différentes pour montrer, ton jeu et ta ca tes capacités vocales. Un monologue pour p montrer ton jeu aussi et après faut répondre je crois à 3 questions différentes. Tu choisis, tu as des ti genre, tu te vois où dans 5 ans? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Les choses comme ça. Mais ils mettent vraiment le point sur, réponds pas en parlant de la comédie musicale. Genre ils veulent voir qui tu es en tant que personne. OK. Ça, c'est super important plus tard dans ta carrière. Tu peux être la personne la plus talentueuse du monde si tu es un trou du cul. Personne va vouloir travailler avec toi. Et après le deuxième tour, moi, je l'ai fait en ligne parce que j'étais à Singapour à ce moment-là, donc c'était beaucoup de pression et beaucoup d'argent pour une audition, tu vois? De te dire: «Putain, je traverse le monde entier pour, un deuxième tour d'audition», ça fait beaucoup. Donc tu le fais en ligne et cette fois en ligne, c'est, par Zoom avec le directeur qui s'appelle Dan Bowling et sa femme, qui a été la plus longue, la personne qui a joué le plus longtemps sur le western Cosette dans Les Misérables. Ah Genre je oui! crois ouais, donc elle s'y connaît aussi et c'est vraiment des je me souviens que donc ce deuxième tour, tu le fais soit en ligne pour, les gens qui peuvent pas se déplacer jusqu'à Londres ou tu vas à Londres dans l'école et devant, Dan et sa femme et je me souviens que l'appel, j'étais dans une salle de danse, je me connecte et tout et en fait, tu refais les 3 chansons, tu refais ton monologue et après tu parles avec eux. Ils veulent juste voir qui tu es et voilà. Je me souviens que quand j'avais été prise pour le deuxième tour, j'étais en contact avec une fille de Singapour qui avait fait ce master, qui était en train de faire le master quand moi j'étais à Singapour et elle m'avait dit, «Écoute, si tu es au deuxième tour, c'est que tu es talentueuse, et juste profite, donne tout ce que tu as et tu verras le résultat final, ça va pas vraiment dépendre de ton talent, ça va dépendre de eux, comment ils veulent, construire la classe». Parce qu'à la rame, en gros, on est une trentaine max Mmh. et ils font en sorte que personne ne se ressemble. Donc il y aura pas dans la classe quelqu'un qui va être comme toi, qui va chanter de la même manière que toi, qui aura le même type de casting que toi. Ils veulent vraiment faire une compagnie. Donc voilà, ça se Est-ce que passe tu penses que c'est pour, que chaque élève apprenne, aux autres, tu vois, un de ses atouts, un de ses points forts et que voilà, que tous, apprennent, les uns des autres? ouais, je pense qu'en fait, leur but aussi, c'est que leurs élèves après réussissent, dans l'industrie et un agent et des trucs comme ça et donc du coup, si tu proposes, parce qu'à la rame, tu fais plusieurs spectacles qui sont ouverts à des gens de l'industrie à Londres. Et si tu présentes 2 par exemple, 2 personnes comme moi, genre, 2, filles, la vingtaine, blanches, brunes, mezzo-soprano qui dansent, bon, bah, les gens vont être en mode: «OK, elles sont pareilles, pas Non, moi je prendrais l'autre fille. merci». Non, mais tu vois, genre, en gros, c'est pour de un qu'il y ait pas de compétition pendant l'année et de 2 pour que tu puisses te développer en tant que toi-même et que de manière individuelle, que tu sois pas en mode: «Ah, je vais faire tout comme elle». Ah OK, d'accord. OK, ah oui, oui, je le voyais ça pas ça comme ça, mais non, en vrai, ça s'entend bien, ça se comprend bien même. Ouais. Non, belle démarche. C'est en vrai, moi, j'apprécie beaucoup cette démarche-là, Ouais. c'est valorisant, je pense. Ouais, c'est super valorisant, en vrai. Et c'est quoi l'émotion que tu as eue quand, tu as eu la nouvelle, voilà, vous êtes admise à la rame, bienvenue, Je m'en souviens très bien. J'étais au boulot là, à Infinite Studio à Singapour, dans les studios de post-production. Heureusement, j'avais un bureau à moi en fait, ils me mettaient dans une salle et je faisais des sous-titres comme ça pendant toute la journée. En fait, en gros, la RAM, c'est un master, donc ça fait partie du UCL, donc qui rassemble toutes les universités de Londres et tu passes par un site qui s'appelle UCAS et en gros, tous les jours, tu sais, je faisais que, refresh la page pour voir, parce que ça faisait que me dire, «réponse en attente». Et à un moment, je reçois une notification, heu, hem: «Ah, il y a une
une upgrade de votre demande, d'entrée dans cette école et là, tu te dis: «Purée». J'ouvre le truc direct et je vois, «Vous avez été accepté». J'ai dû le relire bien 5 fois parce que pour être sûre de pas me tromper, tu vois? Parce que j'y croyais pas. C'était assez incroyable. Parce que en gros, j'ai passé, le dernier tour d'audition, je crois que c'était en avril et j'ai eu la réponse fin mai, donc il y a quand même eu un mois et tu sais, eux, ils te disent: «Oui, dans 2 semaines», mais il y a à chaque fois, c'est un mois parce qu'ils réfléchissent, machin et tout. Non, ça c'est technique RH. Technique RH, là, Oh, 2 semaines, ça vaut jamais 2 semaines. 2 semaines, eux, dans leur temporalité, c'est 2 fois 2 semaines. et je me souviens que j'ai appelé mon frère des fois, quand dans ce mois d'attente où je lui disais: «Imagine, je l'ai» et j'étais tu sais, j'étais remplie, tu vois? Et d'un coup, je me dis: «Non, mais ça se trouve, je vais pas être pris» et je me mettais limite à pleurer. Enfin, genre, j'avais des c'était un roller coaster émotionnel, hein, vraiment d'attente parce que tu essaies de pas te faire de faux espoirs et en même temps tu espères et en même temps tu te dis: «Mais ça va pas le faire». Enfin, j'en dormais pas la nuit et tout. Enfin, purée, j'étais vraiment stressée, hein, parce que tu sais que tu joues ta vie un peu, tu vois? C'est tu joues quelque chose qui peut changer ta vie. Ouais. Et donc quand j'ai été prise, j'étais dans le bureau, j'ai pleuré et après je me souviens, il était 17 heures à Singapour, mais c'était le milieu de la nuit, je crois, en France et j'ai essayé d'appeler toute ma famille et personne me répondait et du coup, parce que j'utilise beaucoup Snapchat pour parler à mes amis, vu que mes amis en France et tout et j'ai une vidéo de moi qui est en pleurs et qui dit: «Il y a personne qui me répond, mais j'ai été prise à la rame et je suis trop contente, il faut que je le partage, il faut que je le dise à haute voix». Donc j'ai cette vidéo quelque part sur mon tel. C'est assez incroyable et j'ai mis du temps avant d'en parler à voix haute à d'autres gens que ma famille parce que j'y croyais pas. J'ai vraiment eu un syndrome de: «Non, mais ils vont m'envoyer un mail, ils vont me dire, "On s'est trompé"». Oh là là. Je sais le taux d'admission parce que tu vois, avant la rame c'est le seul master pour lequel j'ai postulé aussi. Parce que j'ai regardé les autres masters à Londres et j'étais en mode: «Non, non, si je fais un master à Londres de comédie musicale, je veux cette école». C'est vraiment elle est géniale, je vois ce que les gens font après, enfin, elle a une bonne réputation, c'est ça que je veux, c'est ce genre d'école. Parce qu'aussi, j'ai toujours eu un peu cette frustration de me dire: «Purée, j'ai jamais été élève d'école de comédie musicale». J'ai vu tous mes amis à Paris qui ont fait ça au cours Florent ou dans d'autres écoles et j'étais un peu en mode: «Ah, j'aimerais trop être une él» me former quoi, genre techniquement et tout et là, me dire: «Putain, j'ai été acceptée dans vraiment une des meilleures écoles de comédie musicale au monde», j'ai vraiment eu du mal à y croire quoi, pendant un bon moment. La reconnaissance. Donc ouais, je me souviens très bien de quand j'ai eu la réponse, très émotionnelle et j'étais très reconnaissante d'être dans un bureau seule quand j'ai vu le mail parce que j'ai éclaté en larmes, quoi. Bien sûr, elle a pris l'écran, elle a éclaté le fer. Rien à faire de vos sous-titres, laissez-moi tranquille. Ouais, alors là, j'avais qu'une idée, c'était de sortir. Je suis partie, j'étais en mode: «On essuie une larme, allez bisous, à demain». Moi, je vais aller manger, se péter le bide. Moi, c'est le premier truc que je fais, je me pète le bide. Je vais dormir. Ah bah ça. Non, mais je pense que tu comprends en plus parce que toi, tu as passé les concours et tout, après prépa et tu sais qu'en fait, que tu as, ça peut changer ta vie, quoi. Mmh. Je m'en souviens très bien de jour où on a vu les résultats, bah, j'étais comme toi, hein, j'y croyais pas. Enfin, j'ai mis un moment Ouais. avant de réaliser. Je crois que j'ai mis au moins 2 bons jours. Ouais, 2 c'est un bons jours pour réaliser. J'étais en mode: «OK, d'accord, OK, d'accord». moment où tu te dis, tu t'oses plus bouger, tu oses pas en parler à qui que ce soit parce que tu te dis: «Quand je vais en parler, ça va devenir réel et ça va être incroyable». Mais là, genre, tu as besoin de ce moment, c'est entre toi et la nouvelle, d'être en mode: «OK, c'est ouais, ouais». Tu as rendez-vous avec toi-même. Ouais, un petit rendez-vous en tête à tête avec moi-même pour, me serrer la main et me dire: «Bien joué ma gueule». Tu es le boss, tu es un tigre. Ah, Alors, à quoi ça ressemble une journée, une semaine, un mois typique dans une drama school? Est-ce qu'il y a un agenda, un emploi du temps où ouais. vous êtes, «Oui, aujourd'hui je vais faire de la danse, ouais, peut-être la semaine prochaine, je vais me mettre à l'acting, on verra ce que font les profs». Ah non, tu as un vrai en tout cas, je vais parler pour la rame, tu as vraiment un emploi du temps, mais de prépa, hein, vrai. Pas De FDP pour fils de prof. non, 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 mais je me souviens que je me souviens quand j'ai reçu mon emploi du temps, j'étais en mode: «Ah bon?» En gros, c'est 9h-18h tous les jours sauf le samedi. Voilà. Le dimanche, un peu moins, mais le dimanche, même si tu as pas d'heures de cours, tu restes à l'école parce que tu as des choses à bosser. Et en gros, premier trimestre, tous les matins, tu as 3 cours le matin et l'après-midi, tu as soit intégration, soit un projet. Alors, je vais commencer par les cours du matin. Les cours du matin, ça peut être jazz, du pilates,
dance rep. Donc dance rep, c'est quelqu'un qui vient d'un spectacle du West End, un danseur, qui vient Mmh. t'apprendre une choré de ce spectacle et c'est un peu pour toi te après quand tu sors dans l'industrie et qu'on te dit, «Ah, tu as une audition pour Moulin Rouge demain, danse» et bah, dance rep, tu sais quel style de danse. Donc Moulin Rouge, ça va être en talons pour les filles, un peu girly, plutôt moderne comme type de danse, genre, ah, tu cabaret. Cabaret, ça va être, contempo jazz. Tu Hamilton. Hamilton, ça va être hip-hop. Donc bref, dance rep, c'est pour, rencontrer des gens de l'industrie et te préparer à, les différents types de danse que tu peux avoir en fonction de pour quel spectacle tu auditionnes. Tu as un cours qui s'appelle Mouvement. En gros, c'est Mouvement, c'est assez marrant. C'est un cours où tu apprends à gérer le stress, comment réguler ton système, nerveux. Chaque personne est différente, chaque personne, gère son stress de manière différente. Mais par exemple, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être bouger son corps d'une certaine manière, ça peut être, écrire dans un journal avant parce qu'en fait, c'est un monde très stressant, même si c'est de la passion, tu mets beaucoup de choses de ta vie, personnelle de côté pour faire ce que tu fais et donc quand tu passes une audition, tu sais que tu joues ta vie à chaque fois un peu, tu vois? Donc tu peux être stressé, donc et qui dit stress dit tu perds le contrôle de ton corps quand tu danses ou de comment ta voix sort. Ça nous est tous arrivé, tu sais, une présentation à l'école où, bah, c'est ton corps qui stresse parce que et donc voilà, mouvement, c'est un peu ça. On a des cours de placement de voix avec 2 profs différents. OK. Un cours, c'était plus, en termes théâtre. Quand tu fais du texte parlé, comment utiliser ta voix de manière saine et de manière audible. On travaillait beaucoup sur l'accent, surtout avec les élèves internationaux, comme moi, on avait aussi des sessions privées de coaching, de dialecte. Bon, moi, j'avais beaucoup de cours parce qu'ils aiment pas trop l'accent français à Londres Le racisme. et en fait, il faut savoir faire un accent soit anglais, soit américain parce que c'est ce qui est demandé dans ces shows-là, tu vois? Parce que si tu joues Grise et que tu as un accent français, on va être en mode, ils vont «Pourquoi?» Tu vois? Mais c'est important les cours de voix parce que quand tu es sur le West End, tu fais 8 shows par semaine. Un show, ça dure 2 heures. Vocalement, c'est très demandeur et c'est comme courir un marathon. Si tu t'entraînes pas, tu as des exercices tous les jours, faut s'exercer, faut, faire de la respiration, s'hydrater, faut faire attention à ce que tu manges, parce qu'il y a des aliments qui peuvent inflammer tes cordes vocales. C'est vraiment tout un entretien. Waouh! Ouais, ton corps c'est ton outil, quoi. Ouais, c'est un cours qui s'appelle Acting Through Songs, donc c'est avec un prof. Tu chantes des chansons, mais lui, il va pas juger, est-ce que tu es juste la qualité de ta voix, il va juger la qualité de ton jeu quand tu chantes une chanson. Donc ça, c'est les cours du matin et l'après-midi, on a soit un cours d'intégration, donc ça, c'est notre classe, elle est séparée en 3 groupes, donc ça veut dire on est 10 par 10 et par cours d'intégration et dans ce cours, c'est avec notre, directeur Dan et chaque semaine, il va nous demander d'amener une chanson qui appartient à une époque précise de la comédie musicale. Donc par exemple, je crois que notre premier cours d'intégration, c'était, le Golden Age. Après l'intégration d'après, ça va être: «OK, ramenez-moi une comédie musicale, pop rock». Après, ramenez-moi une chanson, méga musical, genre Hadestown, Chorus Line, des trucs comme ça. Donc c'est pour, nous préparer à être capables de chanter des styles différents Mmh. et à comprendre ce que c'est et à comprendre pourquoi, tu peux pas chanter, une comédie genre Oklahoma comme tu chanterais du Hamilton, tu vois, par exemple. Et quand on n'a pas cours d'intégration, on a des ateliers création avec des directeurs artistiques qui sont extérieurs à l'école et ça, c'est des projets sur 2 mois. On monte soit une pièce de théâtre, soit une comédie musicale. Donc le premier trimestre, c'était une pièce de théâtre. Le deuxième semestre, c'était une comédie musicale. Donc voilà, ça, c'est à peu près un emploi du temps, une semaine et après, parmi tout ça, on a souvent des workshops le soir avec des directeurs de casting, avec des acteurs, avec des gens de la comédie musicale et ces workshops, il y a pas tout le monde qui passe. C'est souvent 10 élèves qui sont choisis à chaque fois par workshop et qui chantent devant toute la classe et après, qui travaillent sur le matériel avec, l'invité en question. Oui, mais c'est vraiment, vraiment complet, quoi. Il y a Ouais, donc ton seul jour off, c'est le samedi et le samedi, tu vas faire tes courses, tu vas faire ton ménage et parce que du coup, tu as cours ah oui, on a claquettes aussi, j'ai oublié, on a des cours de des claquettes. claquettes. Ouais, What? en fait, tous les jours de 9 heures à 18 heures, tu as cours, mais le soir, tu restes souvent parce que faut travailler, tu as des textes à apprendre ou tu as une nouvelle chanson à travailler ou
tu as, une masterclass à préparer, donc tu jamais. Ah oui, et aussi tu as une, session en privé de cours de chant, donc chacun a un prof de chant particulier que tu vois 1 ou 2 fois par semaine, et tu as aussi un cours de rep, donc c'est pour ton répertoire. Donc c'est avec un prof de chant, et lui, il va venir, t'aider à construire ton répertoire. Ton répertoire, c'est un tu un en gros, tu un classeur avec genre tes chansons à toi, de styles différents, pour si tu vas à une audition, on va toujours te demander, chanter telle chanson, mais il faut toujours que tu aies ton répertoire avec toi parce que ils peuvent être en mode: «Ah, passe-moi ton classeur, OK, OK. Tu peux me chanter cette chanson?» Voilà, c'est genre ça ton répertoire. Donc ça, c'était un cours pour préparer ce répertoire. OK. Ah oui, oui. Un petit Voilà, peu un book pour, la manière des top modèles. Mmh. un peu. OK. Et là, tu parlais, voilà, de préparer des cours, de préparer des textes. Ça ressemble à quoi? En vrai, j'ai une vraie question, ça ressemble à quoi un rendu ou un partiel dans ces écoles-là? Parce que j'ai l'impression: «Oh, j'ai oublié de faire mes devoirs». Je claque, 2-3 pas de danse là en 2 spies, juste avant de m'endormir et c'est bon. Est-ce que c'est je sais que c'est pas ça, mais c'est quoi vos devoirs? C'est quoi vos partiels? En fait, on n'a pas de partiel, on est noté, on va dire, en continu. OK, Hem, ouais, on est noté sur, comment tu t'intègres dans la compagnie, comment tu travailles et ton éthique de travail. Le Est-ce que tu progresses? Est-ce que quand on te dit: «Faut travailler ça», est-ce que tu le fais? Donc ça, c'est ce que les profs individuellement vont noter. On est noté sur notre performance dans nos spectacles de fin d'année, et par contre, il y a un truc un peu plus académique, on a un mémoire à écrire, un mémoire de fin d'études, OK, heu et ça, c'est plutôt large. C'est-à-dire que on doit parler de nous en tant qu'artistes dans la comédie musicale. Donc moi, mon mémoire, je l'ai intitulé, Journey of a Performer, ce qui veut dire parcours d'un artiste, et moi, je l'ai basé sur mon évolution personnelle au cours de l'année. Genre, j'ai vraiment un peu, en fait, j'ai fait un peu comme une étude scientifique dans le sens où, par exemple, avant un gros workshop, où c'est moi qui devais chanter, j'ai noté avant comment je me sentais, pendant le truc comment je me sentais et après comment je me sentais, et au f donc pour analyser mon mental, j'ai beaucoup parlé de l'anxiété, en fait, dans mon mémoire, parce que je sais que je peux avoir le syndrome de l'imposteur et me dire que je suis pas assez bien, et du coup, ça t'impacte beaucoup sur, la performance que tu vas faire. Donc moi, j'ai vraiment basé sur ça, et comment gérer mon stress, comment je me sens progresser, et en tant qu'actrice techniquement et mentalement, en gros. Donc c'est voilà, on est basé sur, et on va dire contrôle continu, comment on est en tant que personne et en tant qu'artiste et comment on progresse, et sur nos performances, théâtrales et sur ce mémoire de fin d'année. d'accord. OK et à savoir que je peut-être pour rappel, mais on il y a personne de ta famille qui a déjà fait cours ou des cours de théâtre ou qui est issu de ce milieu-là? Donc c'est totalement, la première. Une tante, la sœur de mon père, qui est musicienne, et sa fille est chanteuse d'opéra, mais c'est pas dans ma famille proche, quoi. Et surtout, c'est tous des scientifiques. Et scientifique. Mmh. Pour connaître ton frère, c'est ouais, c'est tous des scientifiques donc je vais tomber dans la mauvaise famille. Ouais, non, mais après ils sont super derrière moi parce que c'est des scientifiques, mais ils sont très sensibles à l'art quand même. Genre, mon frère, bah, tu le sais, moi, mon frère, on adore le cinéma, c'est vraiment notre lien principal. Enfin, ma famille, elle m'a toujours soutenue, et je pense que j'ai vraiment de la chance, j'en serais pas là sans eux. Voilà. Et on dirait à la RAM, est-ce que vous avez des stages, des on va dire, bah, tu m'as dit tu avais des workshops, on va dire Ouais. des after work, avec des professionnels, mais est-ce que vous avez d'autres stages, professionnalisants ou pas encore? On n'a pas de stage professionnalisant parce qu'en fait, c'est vraiment une carrière incertaine d'être artiste, hein, ça l'a toujours été. Donc en fait, il y a pas de procédure à suivre pour, t'introduire dans le milieu. C'est beaucoup sur la chance, mais c'est aussi beaucoup, est-ce que tu vas te bouger toi pour aller rencontrer les bonnes personnes? Il y a un facteur humain et un facteur chance, très, très, très fort dans ce genre de carrière. Donc eux, ce que la RAM nous propose, c'est beaucoup de workshops et de masterclass avec des artistes de ce milieu, donc soit des directeurs de casting, soit des acteurs. Par exemple, on a eu un workshop avec, Claude Michel Chombert, Cocorico française, c'est lui qui a écrit la comédie musicale Les Misérables. D'accord. Donc c'est impressionnant de chanter devant lui. On a eu aussi un workshop avec Imelda Staunton. C'est la directrice habillée tout en rose dans Harry Potter. Non, me dis pas c'est, Dorolès Ombrage. C'est l'antagoniste originel. Non! Ouais, ouais, et c'est elle est venue.
pour elle et c'est marrant parce que tu sais, elle a un certain âge maintenant et donc elle arrive, tu vois une petite femme, âgée et puis d'un coup, elle se met à parler de son métier et waouh, on dirait qu'elle a 20 ans. Enfin, genre tu as il y a une passion qui se lit dans ses yeux, genre, enfin, je sais pas, il y a une énergie qui se libère d'elle, c'est assez incroyable et elle était à Londres, l'année dernière parce qu'elle jouait dans Hello Dolly. Je suis allée la voir d'ailleurs, c'était assez incroyable. Elle nous expliquait qu'elle, en tant qu'artiste, elle nous disait: «Moi, quand je suis dans un contrat, je sors pas voir mes amis, ma vie tourne autour de ce contrat parce que en gros, quand tu fais un spectacle, tu joues 8 shows par semaine, donc ça veut dire tous les soirs de ta semaine, tu es sur scène et il y a un jour où tu fais un spectacle à 14 heures et un à 19 heures et encore une fois, un spectacle, c'est 2 heures, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Tu peux pas te permettre d'avoir la gueule de bois, tu vois? Chacun est différent, mais elle, ce qu'elle nous disait et je suis d'accord avec elle, elle se dit: «Quand je suis dans un contrat, je sors pas. Dans 3 mois, le contrat il sera fini, j'irai au resto avec des amis, mais je fais attention à ce que je mange, je fais attention à bien me couvrir, parce que surtout quand c'est en hiver et tout, tu vois? À Londres, il fait froid. Tu peux pas te permettre de tomber malade, tu peux pas te permettre d'être fatigué, tu peux pas te permettre de donner 60. Faut être à 100 parce que tu le sais qu'à la fin, il y a des gens, ils payent pour venir te voir et ça se trouve, c'est quelqu'un, tu vois, elle a 13 ans, elle est passionnée, elle a mis de l'argent de côté ou c'est son cadeau de Noël et elle vient te voir et si elle voit quelqu'un où, oh, ça se voit que la personne fait ça tous les soirs, elle est un peu blasée, bah, tu perds la magie, quoi et donc le but, c'est de donner le meilleur de toi-même tous les soirs à chaque performance donc il y a une rigueur qu'il faut avoir envers soi-même parce qu'il y a personne qui va être derrière toi et qui va te dire, «Attention, hein, bois pas ce soir», tu vois? Genre, il y a personne qui va être derrière toi. C'est toi, tu te gères toute seule et donc c'était vraiment donc j'ai divagué, mais en gros, on a des masterclass avec des gens. On a aussi des fois, on a des spectacles, donc on a un spectacle de Noël et un spectacle de fin d'année où tu as des agents qui viennent te voir. On a aussi un agent showcase. Alors ça, c'est vraiment le spectacle le plus important, je pense, de l'année. On a chacun 1 minute pour chanter. OK. En gros, tu as 1 minute pour te vendre devant des agents. La salle est remplie d'agents et là où la RAM, c'est bien fait, c'est que ils ont un énorme théâtre avec, un orchestre parce que du coup, c'est des élèves, parce que la RAM, c'est aussi un conservatoire de musique, En plus. Oh là là. un vrai orchestre et en fait, chaque chanson, genre d'une chanson à l'autre, il y a des transitions musicales, notre directeur musical pour le spectacle de fin d'année, de Noël et le Agent Showcase, c'est le directeur musical du film Mamma Mia. En quoi? Il est incroyable, il te pousse pour donner le meilleur de toi-même et tout, donc ça, c'est assez incroyable et tu vois, par exemple, le spectacle de Noël qu'on avait fait l'année dernière, c'était en hommage à Cy Coleman, un grand compositeur de comédie musicale et à ce spectacle, tu vois, il y avait des directeurs de production du Fantôme de l'Opéra et à l'issue de ce spectacle, ils nous ont vus sur scène et ils ont appelé 6 d'entre nous pour aller auditionner. Donc en février dernier, j'ai auditionné pour le Fantôme de l'Opéra parce qu'ils m'ont vue sur scène. Donc tu as pas de stage, mais tu as des gens de l'industrie qui viennent te voir et qui, après, se disent: «Ah, j'aime bien, elle, je veux la voir pour ça, lui, je veux le voir pour ça». Donc ce genre d'école, ça t'aide, en tout cas la RAM parce que c'est réputé, ça t'aide à être vu par, les grandes personnes de l'industrie. Donc ça, c'est bien. OK, bah, en vrai, non, je trouve ça trop bien le fait en plus que tu puisses jouer ta chance pendant tes études. Donc même si ça Ouais. passe pas, bah, tu peux toujours t'améliorer pendant tes études vu que tu as des profs, tu as du soutien et après toujours recommencer pendant les études, bah, à taper, aux portes, et à taper dans les yeux, Ouais. des managers et des agents. Non, ça Mmh. va être trop bien. On va passer à la prochaine partie sur les débouchés et le réseau. Alors, est-ce que tu peux nous dire à quel type de métier, la RAM elle prépare? Alors tu nous as dit qu'il y avait un orchestre, que voilà, il y avait, acteur de comédie musicale. Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont préparés ou qui peuvent être préparés dans les Drama School? À la RAM, dans ma section, du coup, c'est vraiment pour être, acteur de comédie musicale. Mais ouais, il y a le conservatoire de musique et là, il y a section jazz, section opéra aussi, chanteur d'opéra et après sinon, c'est un instrument. Et est-ce qu'ils préparent à tous les métiers, on va dire, à côté? Par exemple, décorateur, Non, metteur en scène? Non, il y a pas? non, il y a pas ça. OK et dans les Drama School, de manière générale, c'est voilà, soit acteur-chanteur, soit Ouais, c'est ça. Enfin, par exemple, sinon je peux parler du cours Florent, c'est mais au métier d'acteur et mais non, ça va pas te former à d'autres, ouais, non, c'est au métier d'acteur. Ah, par contre, à la RAM, j'ai fait une licence de professeur de voix.
Donc j'ai une licence aussi de prof de voix. Ça, c'est un truc en plus que tu peux payer pas trop cher en plus, donc je me suis dit: «Autant le faire, ça peut être super intéressant». Bah, juste dis-nous ce que tu as pas en fait, hein, ça va aller plus vite, hein. J'ai l'impression que tu as tout fait. Ouais, non, mais je me suis ça peut être bien d'avoir ça, et puis aussi comme moi en fait avant la rame, j'avais pris quelques cours de chant comme ça, mais je m'étais jamais penchée plus que ça sur la technique vocale. J'ai toujours chanté un peu, pour le plaisir, et c'est à la rame où j'ai vraiment découvert toute la genre l'anatomie de tout ça. Genre j'ai vu tellement de schémas de l'intérieur de ma gorge là, et ça m'a vraiment passionnée. Je trouve ça super intéressant d'approcher, le chant d'une manière technique. Donc c'est pour ça que je me suis dit: «Autant faire, être prof de voix, ça peut être sympa». Mmh. Et après, ouais, ça fera toujours une corde de plus, à ton arc. Exactement. Et donc tu nous as dit que pour se faire du réseau, il y avait, bah, soit on essayait d'aller voir, bah, il y avait comment ça s'appelle? Les workshops. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour avoir du réseau? Bah, même au sein de ta classe, par exemple, je pense que imagine, je dis n'importe quoi, un de tes potes devient acteur dans son pays, peut-être qu'il peut t'aider à trouver des opportunités. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour faire du réseau, mis à part ces 2 moyens-là? Ouais, il y a aller voir des spectacles, et tu peux des fois attendre à la sortie des artistes, bon quand c'est des gros artistes, ils vont pas te dire: «Ah mais tiens, je connais tel directeur du casting», mais tu peux aller à des soirées d'ouverture de spectacle, tu peux aller prendre des cours de danse et de chant open à Londres, il y en a plein, tu sais, tu bookes ton cours, ça coûte 13 €, ça dure 1 heure et demie, tu vas danser, et après, tu parles avec le prof, et souvent le prof de danse, il est dans tel spectacle et il dit: «Ah mais, tiens, voilà le mail de machin pour tel spectacle». Enfin, ça se passe pas tout le temps comme ça, mais ça peut se passer. Et sinon, un outil qui est super important aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Le nombre d'auditions que j'ai vues grâce à Instagram, le nombre de contacts que j'ai fait grâce aux réseaux sociaux, c'est assez, impressionnant. Et tu as un compte, on va dire un compte spécial pour, on va dire entre guillemets Non, comme OK. j'utilise mon propre compte, en fait. Et est-ce que tu voudrais pas créer un deuxième compte, spécifique, comme ça ferait une sorte de book? Ouais, bah, en fait, j'avais fait ça avant, quand j'étais à Singapour, et je l'ai un peu abandonné parce que en fait, tu je suis sûre que tu sais, mais bah, avoir des abonnés, ça prend du temps, Ouais. et du coup, j'ai utilisé mon compte à moi, Valentine, et dessus, en fait, c'est mon book. Donc dessus, tu peux voir, j'ai des reels de danse, de chant, et comme j'ai plus d'abonnés, bah, j'ai plus de vues, et du coup, j'ai plus de chances Ouais. que des gens voient ce que je fais. Plutôt que de créer un nouveau compte où je vais avoir 300 abonnés pendant 4 ans, tu vois? Donc voilà, et il y a plein de fois où des fois j'envoie des DM, sur Insta à des directeurs de casting ou à des acteurs, et j'essaie de connecter. Des fois on me répond pas, des fois on me répond, et enfin ça aide vraiment beaucoup les réseaux sociaux à connecter, quoi. Mmh. Tu essaies aussi TikTok? Ouais, TikTok aussi j'utilise. OK. On va passer à la partie suivante sur l'ambiance dans l'école et les petites idées reçues qu'on pourra avoir sur les écoles de théâtre. Quelle idée t'aimerais bien démonter sur, ce type d'école? Je pense que j'aimerais, démonter l'idée que les gens sont toxiques et compétitifs les uns envers les autres au sein d'une école. Il y a un peu ce cliché comme dans Glee ou dans je sais pas dans quelle série ou film où, il y a toujours, des pestes, qui, en fait, à se pousser les unes les autres dans les escaliers pour casser la jambe de enfin, bon, c'est dramatique là, mais genre, Oh, le harcèlement! il y a enfin, en fait, les gens sont pas en compétition parce qu'encore une fois, c'est la comédie musicale, c'est rarement une seule personne sur scène. Il y a au sein d'un spectacle, il y a plein de rôles différents, il y a l'ensemble aussi, et quand en fait, si la personne qui a étudié avec toi réussit, ça peut que te donner des chances à toi de réussir encore plus parce que ça veut dire que la personne, elle est dans le milieu. Donc enfin, souvent on s'aide, on s'entraide et tout. Je pense que la personne la plus compétitive l'année dernière, c'était une amie à moi que j'aime beaucoup, mais qui au début, elle me faisait peur, et en fait, j'ai vite remarqué qu'elle était compétitive envers elle-même. Mmh. Elle se poussait elle, mais jamais elle allait descendre ou dire à une personne, «C'est pas bien ce que tu fais». Moi, j'avais vraiment peur qu'on me juge, qu'on se dise, qu'on commence à me dire parce que moi, si on commence à me juger, je me referme sur moi-même, et je peux pas, j'ai vraiment du mal. Mais non, non, les gens, ils sont super bienveillants, il y a beaucoup d'entraide, en fait. En tout cas, moi, c'était comme ça à la Rame.
OK. Ah ouais, moi, justement, j'allais te demander est-ce qu'il y a un environnement toxique, mais là, tu me dis que c'est tout le contraire. C'est, c'est fou, hein? Chaque année, tu vois, ça se trouve, il y a, dans 2 ans, la promotion, 2027 de la RAM, ils vont tous être, absolument horribles les uns envers les autres, tu vois? Ça dépend de qui est là, tu vois? Ça dépend de chaque personne. Mmh. Ouais, ouais et du coup, comment, tu le vis, voilà, le fait que, bah, tu sais que tu vas pas être jugé, que tu auras quand même, une opportunité même si c'est tes potes qui l'ont. Enfin, en vrai, comment est-ce que tu arrives au début à te mettre dans cette mentalité plus égale plus? J'ai envie pour pas paraphraser, Léna Situation. Ouais. En fait, ça te permet d'être toi-même et de tenter des choses librement, je pense et ça, c'est moi, je crois vraiment à ça. Il y a encore des profs, des personnes, qui pensent un peu comme à l'époque, faut, tu sais, à la Whiplash, genre, faut pousser les gens à bout et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, j'y crois pas parce que moi, je sais que personnellement, si tu me cries dessus dans un cours de théâtre, je vais avoir qu'une envie, c'est de me cacher. Alors que si tu me dis: «Mais hey, tu t'es trompé, c'est pas grave, reprends», tu vois? Parce qu'aussi, il faut faire la différence. Il y a des gens, par exemple, j'ai déjà vu ça, à Florent, par exemple, tu une fille, elle va arriver avec un monologue. Bon, elle le connaît pas son monologue et au bout d'un moment, c'est rageant parce que elle prend du temps de plateau, tu là, tu la regardes et le prof, des fois, il va s'énerver contre elle parce que, bah, viens pas sur le plateau si t'as pas travaillé ton matériel. Ça, c'est un ça chaque personne, ça prend du temps. Il y a des gens, tu sais, ils apprennent le texte et hop là, c'est bon, ils savent le jouer. Il y a des gens, ça leur prend du temps, mais tu le sais, faut être honnête avec soi-même. C'est là où faut être très rigoureux. Mais si tu arrives que tu as bossé le truc, mais que ça arrive à tout le monde, on est humain, ça arrive, tu sais, tu es stressé ou tu pas le meilleur de toi-même aujourd'hui et ça se voit que c'est pas une question de travail, c'est juste genre, là, tu pas dans ton meilleur état, bah, je pense qu'avoir des gens, d'autres élèves qui te soutiennent et un prof qui est là en mode genre: «C'est pas grave, tu pas au à 100 mais donne-moi le maximum de ce que tu as aujourd'hui et on va travailler avec ça», tu vois? J'ai une de mes profs l'année dernière, elle nous a dit: «Vous pouvez pas être à 100 tous les jours, mais par contre si aujourd'hui, le max que tu puisses donner, c'est 30 mais donne à fond de tes 30 tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Moi, je crois vraiment que être dans un environnement bienveillant et collaboratif, ça permet de faire ressortir le meilleur des gens et aussi de passer un bon temps parce qu'au bout d'un moment, c'est une passion, tu vois? Ça vient de quelque ch tu comment si qu'est-ce qui m'a poussée à chanter et à danser? Qu'est-ce qui fait que je retourne à ça? C'est que ça me fait kiffer de faire ça, tu vois? Donc si on commence à crier dessus, ça va pas le faire. Il y avait une prof à Florent, je crois qu'elle vient de Russie. Elle pouvait te lancer des livres à la gueule et moi j'étais en mode: «Eh moi je peux pas». Elle avait des favoris, ça faisait de la compétition et du coup enfin, moi je vibe pas du tout avec ça, j'aime pas ça. Je pense que les gens qui vibent avec ça, c'est les gens qui sont les favoris, tu vois? Qui se font pas créer dessus. Mmh. Moi j'aime pas Ah oui, je comprends. et Mmh. ouais, la rame, c'est quand même dur mentalement alors que c'était bienveillant et tout. C'est un choix de carrière qui est déjà dur. Ça sert à rien de se taper les uns contre les autres, tu vois? Autant le faire tous ensemble. Ouais. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Donc voilà. Non, mais c'est bien, hein. Alors, je te rejoins sur, le fait que faut pas crier dessus. Moi, un truc que j'aime bien, alors c'est une activité, c'est pas dans le milieu professionnel, mais un truc que j'aime bien faire, j'aime bien conduire. Genre vraiment conduire, j'aime Ouais. beaucoup, surtout quand c'est pas ma voiture. J'aime bien conduire la Ah voiture oui. des gens, bizarrement et le truc que je déteste en voiture, c'est quand on crie dans la voiture ou quand on me crie dessus dans la voiture. Ah Ah ouais. ça me tend, et après que mais vraiment des fois, je suis capable de piler en plein milieu d'une route, genre vraiment, Ouais. alors Paralysé, tu dis: oui, «Ouais, ça me c'est saoule, vraiment ça me saoule des fois. Il y a des gens qui font ça, je leur dis: «Non, il faut pas faire ça» et ils continuent. ouais, ah ouais». Du coup, bah, voilà, je te rejoins là-dessus Non mais je suis et dans ton école là, dans ton groupe de 25-30, alors je pense que vous avez quand même pas mal d'affinités. Est-ce qu'il y a un profil spécifique comme, tu m'as dit, vous êtes tous différents. Ce qui vous relie, c'est la passion, la passion de ce métier et de cette activité. Mais est-ce qu'on va dire, il y a un profil type, pas, connaît, toutes les, comédies musicales depuis L'Ange, je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent plus avec certaines facilités que d'autres? Ou est-ce que vous démarrez plus ou moins au même stade et après vous grandissez ensemble? Après je pense que les marges de progression, enfin les courbes d'apprentissage sont pas les mêmes? je pense que alors non, enfin, il y a un point qu'on a en commun, c'est la passion. Parce que, tu vois, les exemples que tu as donnés, est-ce qu'on est tous des énormes connaisseurs du répertoire de la comédie musicale? Non. Par exemple, ma coloc, c'est quelqu'un, elle connaît
il y a pas une comédie musicale qu'elle ne connaît pas, il y a pas une chanson qu'elle tous les trucs les plus petits, les enfin, elle connaît tout parce que ça la passionne. Ou, j'ai un ami, en termes de théorie musicale, il est super fort, genre il joue du piano aussi, il sait lire, il peut, tu lui donnes une partition, il te la chante comme ça, enfin et il y a des gens, ils ont jamais lu de partition de leur vie. Donc dans ce sens-là, on est un peu tous différents en termes de connaissance du répertoire et de la technique, par rapport à la comédie musicale. Mais on a tous un truc que j'ai remarqué très rapidement, c'est la passion et la détermination. J'ai toujours, si je peux chanter jusqu'à 3 heures du mat, si je peux travailler sur une danse jusqu'à 3 heures du mat, je vais le faire, tu vois? C'est un truc, je compte pas mes heures, tu vois? Tant que je me dis pas: «C'est parfait» et c'est jamais parfait, donc tu t'arrêtes jamais. Tu veux toujours plus, tu veux toujours t'améliorer et à la rame, j'ai remarqué qu'il y a pas une personne qui n'était pas comme ça. Tu sais, on a cours en gros de 9 heures à 18 heures. Moi, j'arrivais à l'avance pour m'échauffer vocalement. J'étais pas la seule, hein. Il y a plein on se battait pour avoir des salles pour répéter. Le soir, les gens à 22 heures, 23 heures. Et j'étais pas la seule à faire ça, tu vois? Alors qu'avant, souvent, j'ai remarqué que j'étais un peu la seule à faire ça, tu vois? Et à la rame, non, 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 tout le monde reste, tout le monde est déterminé et tout le monde est rigoureux à des degrés différents, tu vois? Mais il y a une passion, une détermination de s'améliorer, constamment, de toujours viser plus haut. Je pense que c'est ça le profil, spécifique des gens de l'arabe. Et est-ce que c'est pas dû au fait, voilà, le fait que ce soit une des meilleures écoles? Se dire: «Bah, je vais pas gaspiller, cette chance-là, Ouais. si je faisais pas ça, si je travaillais pas, si j'étais pas exigeant envers moi-même, en fait, je volerais entre guillemets la place de quelqu'un d'autre». Ouais, sans même penser au à quelqu'un d'autre, tu te dis juste, «J'ai envie de bien» enfin, tu sais, tu as envie de réussir quand tu étudies n'importe quoi, tu as envie de pas le meilleur, mais faire partie des meilleurs, tu as envie d'un peu de briller et tout, surtout quand tu fais de la scène, tu as très fortement envie de briller et du coup, bah, tu veux que les gens se disent: «Waouh, trop bien!» La première semaine à la rame, on avait, un événement qui s'appelle Sing Through, où en gros, on chantait tous un par un une chanson de notre choix, devant les autres et je me souviens de ce jour-là, un par un, tout le monde passe et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi ils sont» C'est l'école des fans! mais j'étais en mode: «Pourquoi ils sont tous extrêmement talentueux?» Genre pourquoi ils ont tous des voix de angéliques et en plus pourquoi c'est tous des super acteurs? C'est pas juste, tu sais, ils se posent et ils chantent la chanson, c'est genre ils incarnent la chanson et tout. J'étais en mode et j'ai rarement été autant stressée de ma vie, tellement j'étais tellement angoissée de passer. J'étais en mode: «Je vais vomir là, c'est pas possible». Parce que tu dis, «Ah, tout le monde est très, très fort là» et après tu passes et ça se passe très bien. Il y a quelqu'un qui vient voir en mode genre: «Ah, c'était trop bien» et tout. Donc ça fait plaisir et ça fait encore plus plaisir que cette personne, tu l'as admirée. Quand la personne est passée, je me souviens, c'était un ami et j'étais en mode: «Mais qu'est-ce qu'il chante bien» et après il vient te voir en mode genre: «Tu géré». Tu en mode: «Oh my god, merci» parce que ça vient de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Enfin, tu vois? Genre, on a tous envie d'être au même niveau que tout le monde et de monter le niveau encore plus haut, tu Mmh. vois? Ouais. Ouais, c'est un petit peu cette compétition, mais saine en gros, elle est comme je me disais au début. Ouais, il y a un truc aussi quand tu fais, de l'art, c'est que tu peux jamais te reposer sur tes lauriers. Surtout de l'art, sur scène. Par exemple, je peux chanter la une chanson, là, si ça se trouve, je vais m'entraîner pour une chanson, ça va sonner super bien. Demain, si ça se trouve, ça va sonner, mais horriblement faux, tu vois? Enfin, c'est un truc, c'est du travail, c'est du travail et du retravail sur la même chose constant. Tu peux jamais dire, «Oh hier j'étais super donc aujourd'hui je vais être tranquille». Non, 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 c'est tu dois être dans un état d'esprit, dans de donner une certaine énergie et que si tu fais pas, tu vas pas être bien, quoi. Mmh. Et par rapport aux professeurs, alors c'est peut-être une idée que j'ai, mais qui est peut-être une idée reçue. On nous disait: «Ouais, les professeurs, c'est des acteurs, ratés qui n'ont pas pu faire leur carrière». Bon, tu me confirmes que c'est faux? Ouais. Après, moi, je pense que en majorité, non. Ça dépend après dans quelle école tu es. À la rame, définitivement non. Genre, bah, Dan, notre directeur, lui, il a été directeur musical, je crois, du Roi Lion sur le West End pendant des années. Sa femme, elle est pas prof, mais elle l'aide à choisir un peu, enfin, elle fait un peu partie de l'école. Voilà, elle a été, Cosette, pendant, 20 ans, un truc comme ça sur le West End. Tous nos profs, c'est des professionnels, c'est des gens qui ont soit une énorme carrière, soit qui ont encore une carrière. Genre, ça arrive des fois qu'ils sont en mode, qu'ils aient des remplaçants parce qu'ils ont un spectacle ou un projet et donc pas à la rame. À Florent non plus, je crois. À Florent, c'est souvent des acteurs ou des gens qui ont ou des metteurs en scène, qui ont un peu percé Mmh. et ce qui est bien parce que tu as pas envie d'apprendre,
tu un peu envie d'apprendre de quelqu'un qui t'inspire, tu vois? Mmh. Et vous faites jamais de représentation pour le public, pour le moment? Si, Si? le spectacle de Noël, c'était pour le public. Le Agent Showcase, il y avait un jour pour, Friends and Family et un jour juste pour les agents. D'ailleurs, le jour pour les agents, c'est un peu, intimidant parce que personne n'applaudit. Tu vois juste des lumières avec, les gens, ils ont une liste avec nos photos et nos prénoms et juste numéro par numéro, ils regardent. Waouh! Comment ça doit être, stressant. Ouais et le spectacle de fin d'année, c'est ouvert au public aussi. OK, d'accord. Imagine qu'il y ait une petite fille dans l'audience, dans le public, en te voyant, se dit: «Waouh, je vais faire comme elle quand je serai plus grande». Genre, arriver à transmettre la passion que tu as reçue, en voyant d'autres, acteurs. Est-ce que ce serait pas incroyable comme but à atteindre? Ah bah si, grave. Bah franchement, Genre, je serais trop vite fait, puis il dit: «Madame, je veux faire comme toi quand je serai plus grande». bah, pleure, elle va se dire: «Qu'est-ce qu'elle a madame?» mais je pleure, hein. «Pourquoi elle fait pipi des yeux la dame là?» Mais parce que je pense que, heu, tu vois, en plus, en ce moment en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde et tout, voilà, bah, genre, des fois, tu dis, tu envie d'avoir un métier qui a un peu un sens, qui apporte quelque chose et je trouve que faire de l'art alors des fois, c'est juste pour le simple but de divertir, ce qui est très bien aussi, mais il y a quelque chose où ça te permet de t'évader, où ça te permet de te faire réfléchir, ça peut te faire changer, ça peut t'ouvrir les yeux sur certains sujets et je trouve que c'est important, tu vois? Donc si un jour, j'inspire un enfant ou une gamine, de faire ça, bah, je trouve ça beau, quoi, parce que, bah, ça me ferait plaisir, quoi. Non mais tu as raison, hein, tu as le droit de rêver, hein, c'est enfin rêver dans Ouais. le bon sens du terme, c'est pas tu peux toujours rêver, hein. Joli. Ouais. Alors on va passer à la dernière partie de l'interview. Si tu devais nous raconter une histoire drôle et une un peu moins drôle qui t'est arrivée, sur, ces quelques mois, heu, à la rame. Ah, bah, j'ai une histoire drôle tout de suite, là. Vas-y, vas-y, dis-nous tout là, on a envie attends, je sens le popcorn ou pas? Non, mais en fait, c'est en gros, une des premières masterclass qu'on a eues, c'était avec Claude Michel Chombert, donc celui qui a écrit la comédie musicale Les Misérables, qui est français. On doit tous choisir une chanson et moi, je décide de chanter une chanson qui s'appelle, je vais en français, ça s'appelle Danse 10 Look 3, qui vient de la comédie musicale Chorus Line. Cette chanson, juste pour le contexte, en gros, c'est une artiste qui explique que, elle faisait que passer des auditions sur Broadway et tout le monde lui mettait 10 sur 10 en danse, mais en termes de look 3, genre elle était pas belle, quoi et que le jour où elle a décidé de se faire refaire les seins, les fesses, le nez, elle a fait que booker des jobs. C'est la chanson, voilà. Chanson très drôle, chanson, up-tempo, machin, qui parle un peu vrai enfin pas vrai, surtout maintenant ça a changé, mais genre à l'époque, tu vois, les femmes, elles devaient vraiment, ressembler à avoir un profil très spécifique pour être, pris parce que souvent c'était des mecs, qui cassaient et qui étaient en mode genre: «Moi je veux qu'elle soit fraîche». Donc Moi, je veux une petite femme là, comme ça là, trop bien. ouais, ça se passe bien et il y a un moment, il y a un moment dans la chanson où il y a juste le piano et tu peux parler enfin, je sais pas pourquoi je me suis sentie pousser des ailes. Dans la chanson, le refrain, elle dit ah putain, la chanson, je la connais en français, donc en français, le refrain, c'est: «Seins et fesses, question de sagesse, c'est le paradis». Genre, en gros, elle dit qu'elle s'est fait refaire les seins et les fesses, tu vois? Et à un moment, pendant la chanson, je dis genre: «I bet you're all looking at it». Genre en regardant le gars, genre en gros, je lui ai dit: «Je suis sûre que tu regardes mes seins maintenant, n'est-ce pas, Claude?» et je dis ça au mec qui a écrit Les Misérables, un vieux monsieur, respecté dans et vraiment bon, ça, c'était mon anecdote, Bon, je veux dire dans la folle du bus, si je vous c'est si, qu'est-ce qu'un ref? voilà. Non, mais vraiment, je pense enfin, j'étais pas moi, j'étais dans le personnage, tu vois? Mais genre, les gens, ça les a marqués dans ma classe, ils en ont parlé pendant des mois. Ils étaient comme ça, ils font: «Oh la luneuse!» Non, mais enfin, c'est juste genre, tu sais, il m'a regardé avec des yeux en mode genre Sérieuse elle? Elle est dans votre, elle est vraiment inscrite? Ah, faut la désinscrire, hein. et l'histoire un peu moins drôle, j'ai eu un problème vocal. C'était pendant le spectacle de Noël, entre 2 spectacles, j'ai senti comme une espèce de dans ma gorge là et j'ai perdu ma voix. Oh non. J'avais encore j'avais des solos.
Donc là, tu es content d'avoir travaillé tes chansons. Donc quand c'était de l'ensemble, je faisais semblant, c'est genre et quand c'était mes solos, bah, je chantais et ça va que j'ai poussé, tu vois, sur l'instrument, mais comme c'est une des chansons que j'ai travaillé pendant un mois, tu sais, ta voix, elle sait où se placer à chaque fois avant de monter sur scène. Je me suis dit: «Littéralement, j'arrive pas à parler», genre, je priais tout ce que je pouvais prier, pitié que ma voix sorte et c'est passé. Et après, j'ai vraiment bien mis, 4 mois à m'en remettre et encore au jour d'aujourd'hui, ça me des fois, dès que je perds un peu ma voix, je stresse parce que c'est ton instrument et je me souviens, des fois, j'étais à des cours de chant, ma prof, elle me faisait faire des échauffements basiques, tu vois, que toute ma vie, j'ai réussi à faire. Il y avait rien qui sortait. J'ai dû aller voir un médecin, un ORL, on m'a mis une caméra, j'ai dû faire de la rééducation vocale, enfin, c'était tout un truc, hein, tu vois? C'est quand mais j'ai vraiment appris parce que de cette blessure, vaut mieux que je me blesse pendant mes études que quand tu es sur un contrat, parce que Ouais. quand tu es sur un contrat, mais ça m'a appris à comment, c'est un muscle, tout ça, tu vois? J'ai une de mes profs de voix, elle m'a dit: «Valentine, en fait, tu as jamais fait ça de ta vie avant. Avant ce spectacle de Noël, pendant 2 semaines, on répétait de 9h à 22h tous les jours. Donc tu chantes tous les jours de 9h à 22h. C'est comme si d'un coup tu» elle m'a dit: «C'est comme si tu t'étais mise à courir un marathon de 40 kilomètres, tu avais jamais couru de ta vie avant». Ouais. Donc forcément, tu te blesses, tu vois? Ça fait sens, ça sort pas de nulle part. Donc j'ai en vrai pas fun comme, moment parce que pendant longtemps, j'ai pas pu chanter et tout, je pouvais pas chanter aussi bien que je voulais. C'est là où je me suis dit où je me suis beaucoup plus intéressée à comment ça marche, comment faire si ça marche pas. Donc tu vois, des fois, je suis dans la rue, on dirait une folle, je tire la langue comme ça parce que je sais que ça lève mon palais mouche, j'ai pas les mots en français, je connais que les termes anglais, mais tu vois, genre, il y a plein de trucs que je fais, des fois, les gens, ils me regardent en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là?» mais c'est parce que je sais que ça fait du bien à ma voix, quoi, tu vois? Mmh. Donc voilà, ça, c'était le moment moins fun, mais j'ai appris quand même, beaucoup de cette expérience pas fun. Tu étais resté combien de jours, à Faune? À Faune, 1 semaine et après il y a eu les vacances de Noël, donc pendant les vacances de Noël, j'ai vraiment pas chanté, je me suis dit: «OK, on se pose» et après quand je suis retournée à l'académie, pendant mes cours de chant, j'étais en mode: J'ai pas la même capacité vocale que j'avais avant». Ça a vraiment pris du temps, donc je pense que l'avantage, c'est que mes cordes vocales n'étaient pas touchées, parce que tu peux avoir des nodules. On a eu peur que j'ai des nodules, c'est quand tu as une espèce de bosse ou si tu as une des cordes vocales qui part un peu en cacahuète, bah, il y a plus d'air qui passe et tu produis pas le même son et ça prend du temps. Tu peux même avoir besoin de te faire opérer. Donc moi, c'était pas on sait pas exactement, mais c'est un des muscles autour, là, qui a dû, pas kiffer et qui a dû mettre du poids. Mmh. Ah ouais, non, mais moi, je souhaite à personne d'être à Faune, hein. Moi, je crois une fois, j'ai été à Faune 5 jours et je travaillais. Le travail, c'est il fallait parler aux gens, parler aux clients Ouais. et pendant 5 jours, je peux pas sortir un mot, en fait. Je peux bredouiller, mais au bout d'un moment, je sors genre même un mot ne sortait plus, rien et pendant genre 2 jours, j'y arrivais, 3, 4 jours, j'ai plus prononcé un mot. Ah ouais et ça, tu vois? Non, mais c'est horrible, hein et là, imagine ton travail, c'est de chanter de la comédie musicale parce que chanter de la comédie musicale, c'est très technique, ça demande beaucoup de ta voix et je t'enverrai si tu veux, il y a une vidéo une actrice sur Broadway qui joue Elphaba dans, Weekend. Mmh. Hem et en gros, elle dit que le matin, elle s'est réveillée, qu'elle avait pas beaucoup de voix, tu sais? Parce que ta voix, elle change de jour en jour et surtout, genre ça dépend de ce que tu as mangé, de combien d'heures tu as dormi. Est-ce que si tu es une femme, si tu as tes règles ou pas, ça impacte beaucoup ta voix. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui changent, mais à la fin, quand tu es dans un contrat, que tu sois malade ou que tu pas assez dormi la nuit d'avant, faut que tu sois capable de faire genre, tu vois? Et en gros, elle te montre de quand elle se lève le matin à 9h jusqu'à 19h, tout ce qu'elle fait, les échauffements vocaux, physiques, tout ce qu'elle fait pour mettre sa voix dans les meilleurs, Disposition. ouais et franchement, c'est impressionnant le nombre de trucs qu'elle fait, enfin, le nombre de trucs qu'elle ingeste et tout. Enfin bref, c'est vraiment impressionnant. Tu te dis: «C'est un vrai travail, quoi». Mmh. On va passer à la dernière question de l'interview, après on passera au vrai faux. Ouais. Donc, tu as 25 ans, tu nous l'as dit Ouais. et je la pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 10 ans? C'est-à-dire, tu vois la Valentine de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, je lui dirais: «Continue, crois en toi et amuse-toi». Parce que, je crois que j'ai jamais été, tu vois, plus jeune, la meilleure danseuse, la meilleure chanteuse. Genre, tu sais, il y a des gens, c'est un peu inné, genre ils arrivent, ils sont en mode: «Oh my god, mais elle chante trop bien. Oh là là, elle danse trop bien». Ça a jamais été mon cas. On s'est jamais dit, sur moi,
waouh, tu vois? Et en fait, parce que c'est une passion et parce que juste j'aime trop ça, j'ai bossé sur moi-même et ouais, du coup, je dirais à la moi de 15 ans, «Continue et crois en toi parce que ça va le faire». Mmh. OK, très bien, bah, très beau conseil. C'est la fin de l'interview, on va passer au vrai-faux. Alors j'ai une liste avec des idées reçues et Ouais, tu vas me dire si c'est plutôt vrai, plutôt faux, si tu es plutôt d'accord ou pas d'accord. OK, Allez, tu me dis quand tu es prête? je suis prête. OK. On ne peut devenir acteur professionnel qu'en passant par une drama school. Faux. Les drama schools sont réservés à une élite sociale ou intellectuelle. Mmh, ça, je suis partagée parce que je vais dire que je suis plutôt d'accord parce que faire une école d'art, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. En France, c'est que du privé et à la rame, j'ai une bourse qui m'a aidée, et donc il y a c'est pour ça que à la rame, il y a des gens, ils ont des bourses complètes. Donc ça veut dire qu'il y a la bourse Disney, par exemple, qui te paye tout. Donc ça peut être c'est plus accessible, mais en règle générale, si tu viens d'un milieu, aisé, forcément, c'est plus facile parce que, bah, tu déménages dans une ville qui coûte cher, il faut payer le loyer, il faut payer la vie à côté, l'école. Donc plutôt d'accord avec, ce que tu viens de dire. Les études sont purement pratiques, sans théorie réelle. Faux. Il faut obligatoirement être jeune pour être accepté. Faux. La sélection se fait uniquement sur le physique. Faux. Tous les étudiants sont excentriques ou extravagants. Ah! La majorité quand même, oui, mais non, il y a des gens des fois, non. Donc plutôt d'accord. Les drama schools sont très chers et inaccessibles sans fortune personnelle. Plutôt pas d'accord parce qu'encore une fois, il peut y avoir des bourses et des aides, mais bon, faut quand même de l'argent, quoi. On y apprend seulement à jouer du théâtre classique. Faux. Il faut être déjà très doué pour être accepté. Ça dépend des écoles. Les professeurs sont d'anciens acteurs ratés. Faux. Il y a énormément de réalité de bitchiness entre les élèves. Faux. On ne fait que des exercices étranges et inutiles. On en fait beaucoup, hein. J'ai quand même fait un câlin à un arbre quand même et je lui ai récité un poème dans un parc à Londres, mais faux quand même. Les drama schools cassent la personnalité des élèves pour les reconstruire. Faux. Les débouchés sont garantis après l'école. Faux. On ne travaille que sur scène, jamais devant une caméra. Faux. Il n'y a pas de place pour l'improvisation ou la créativité personnelle. Faux. Les auditions sont truquées ou basées sur le copinage. Faux. Les filles sont poussées à perdre du poids. J'ai entendu ça dans des écoles de danse, surtout à Paris, mais en règle générale, faux. On n'apprend rien d'utile pour le cinéma ou la télévision. Faux. Les drama schools produisent des acteurs formatés et sans originalité. Faux. Les enseignants ne s'intéressent pas vraiment aux élèves. Faux. Il faut obligatoirement avoir fait du théâtre au lycée pour être admis. Faux. Les étudiants ne font que des spectacles scolaires sans public extérieur. Faux. Il n'y a aucune diversité de profil ou d'origine Faux. et on ne peut réussir sans piston ou réseau dans le milieu. J'ai envie de dire faux, même si ça aide grandement, mais rien n'est impossible, surtout avec les réseaux sociaux. OK. Ah bah, super, hein. Merci d'avoir un petit peu partagé, tout ça, ton Bah, ressenti là-dessus et on va passer à la dernière rubrique sur la réaction à l'actu. Alors, je t'ai envoyé un article où on parle de l'école d'acting Anyone qui a été, créée ouais, par, Théo Fernandez, pardon, qui est l'acteur qui joue, dans Les Tuches. Je pense que tout le monde voit Coin Coin, Donald et on va dire son école, il l'a fait connaître à travers les réseaux sociaux et il y a beaucoup qui disent, voilà, que c'est une arnaque, c'est un peu du bullshit, que voilà, c'est juste pour, on va dire, jouer sur son image. Théo Fernandez, donc le créateur de cette école qui assume n'avoir jamais, gagné un seul sou, sur ce projet-là et je pour être allé sur le site, je vois que les offres sont, on va dire, raisonnables. Pour 1 an, je crois que c'est à peu près 900 €. Donc moi, je voulais savoir, ce que tu en pensais, si tu avais déjà entendu parler de cette école, si tu avais déjà eu des retours ou ouais, j'ai vu un peu, ouais, les polémiques dessus. Je me suis pas trop penchée dessus, j'avoue, mais j'en ai déjà entendu parler. J'ai vu sa pub où c'est lui face cam qui dit, «Salut, vous me reconnaissez? C'est moi, Donald Détuche», marrant et je pense que ça vient d'un vrai bon sentiment, qui veut vraiment aider des gens, j'imagine. Donc tant mieux. J'ai vu là récemment que en gros Anyone proposait de faire des self-tapes gratuites et leur communication par rapport à ça était, pas étrange, mais en gros, ils disent que c'est gratuit,
et après tu vas sur le lien, en fait, il faut payer 45 € et après tu peux te demander de te faire rembourser. Ah, Donc j'étais en mode: «Bah, du coup, c'est enfin, il y a quand même de l'argent qui va partir à un moment de mon compte, même si potentiellement elle revient après». Donc bon, mais de l'autre côté, tu as 1 heure, tu as un directeur d'acteur, enfin, c'est ce qu'ils disent sur le site, s'il y a quelqu'un qui vient te diriger, et à la fin tu ressors avec une vidéo et ça coûte super cher de faire des self-tape avec des entreprises, des trucs comme ça. Là, je m'étais renseignée pour faire une, self-tape, d'acteur, en français. C'était bien 900 € quoi. ah oui. 3 minutes de ouais, c'est super cher. Donc voilà. Le truc, c'est qu'aujourd'hui aussi, on vit dans un monde où on a tous un super téléphone avec une super caméra et on peut toujours choper une lumière ou des amis pour jouer. Mais ça veut pas dire que ça garantit pas une, self-tape, de qualité. Ça veut dire que si on veut, on peut le faire soi-même et donc du coup, Anyone, ce qu'il propose, est-ce que est-ce qu'il a des contacts avec des agences? Est-ce qu'il a des contacts avec des directeurs de casting? Ça, j'en sais rien. C'est souvent ça qui fait la différence, je pense Mmh. et qui justifie de payer un certain prix pour une formation. Et après, je crois que aussi un des buts, c'était essayer de, lutter contre cette idée reçue de: «Il faut monter à Paris pour aller faire du théâtre», parce qu'il ouvre un peu des je crois en distanciel aussi, mais tu Ouais. as des aussi un peu des points partout en France pour se dire, bah, que n'importe qui peut y accéder pour rendre la chose la plus accessible possible. Et je pense que oui, c'est vrai, enfin, pour le vivre avec les écoles d'ingénieurs, on a vraiment l'impression que Paris est particulièrement privilégié, surtout, Ouais. quand on fait prépa, et qu'on va faire les oraux dans les écoles d'ingé qui sont tous à Paris. Bah, en fait, tu as les Parisiens qui jouent à domicile. Genre, Ouais. dans ma salle, d'oral, il y avait quand même des gens: «Oh là là, j'ai fait, 45 minutes de RER». Alors on aurait dit: «Mais poto, moi j'ai pris l'avion. Moi j'ai juste pris l'avion, j'ai juste perdu 600 balles en fait». Et bah, en fait, je pense que, tu vois, quand les écoles, par exemple, écoles d'art dramatique sont à Paris, c'est parce que les plus grandes compagnies de théâtre, les plus grands spectacles, c'est à Paris, tu vois? Mais je pense que c'est une bonne idée d'ouvrir et de se dire, bah, tu es pas obligé de monter à Paris pour te former. Par exemple, Cours Florent, ils ont à Montpellier aussi et j'aimerais trop, qu'il y ait, des écoles, à Nice, hein. J'adorerais, vivre à Nice, hein, et faire, des grands spectacles. Mais pour l'instant, les plus grandes productions, les gens à rencontrer du milieu, tout le monde est à Paris, donc ça fait sens que toutes les écoles soient à Paris, en fait. Mais c'est bien d'essayer de bouger les choses, je pense. Après je pense que tout le monde reste à Paris parce que personne n'ose partir de Paris. Enfin, Ouais, personne ne donne cette impulsion. Je pense que si au bout d'un moment, bah, tout le monde va un peu partout en France, je pense que parce que j'ai l'impression qu'à trop centraliser, bah, on a l'impression que, bah, c'est devenu, la normalité. Par exemple, si un truc s'applique à Paris, bah, ça doit s'appliquer à la France entière, typiquement, ils veulent faire des choses dans Paris. Les politiques, veulent mettre en place, des mesures parce que, bah, ils sont ouais, accoutumés à Paris, mais sauf que Paris, c'est pas la France. ouais, Et typiquement, enfin, il y a plein de mesures où c'est comme ça, j'ai l'impression qu'ils partent du cas de Paris et donc ils extrapolent au cas de la France. Et en vrai, je pense que c'est quand même une bonne intention de faire que le plus de gens accèdent. Et même, voilà, tout le monde n'a pas forcément l'argent, les moyens d'aller à Paris, ou parce que ça coûte quand même cher. Quand tu viens d'une petite campagne où, ta ville la plus proche c'est, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, tu es vraiment dans ouais, ce coin-là, bah, c'est compliqué d'aller jusqu'à Paris. Et je sais pas si vraiment tu vas avoir un retour sur investissement. ouais, c'est sûr. Mmh. Eh bien, c'est la fin de notre interview. C'était un plaisir d'avoir répondu à mes questions, d'avoir un petit peu décrypté ce qui se passe dans les drama schools, de nous avoir expliqué comment ça se passe, les idées reçues, d'avoir un petit peu, débunké tout ça. Je te remercie. Ouais. Bah, non, mais merci à toi, c'était super intéressant d'en parler, de revenir sur, mon parcours aussi. Je sais pas si tu as un dernier mot? Non, bah, s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent faire ça, je leur conseille de pas abandonner et de tenter. J'ai une amie à la rame l'année dernière, pendant 4 ans, elle a postulé, pendant 4 ans, elle était rejetée et je pense que en tout cas si on veut suivre une carrière artistique, au-delà de juste rentrer dans une école d'art, ce qui n'est pas nécessaire pour en faire un métier, c'était une vie de rejet quand même. Je la vis, hein, cette vie en ce moment, hein, c'est tu passes des auditions et on te dit non et on t'explique pas forcément pourquoi et c'est pas parce que tu es pas bien, c'est juste que il y a plein de gens qui sont talentueux et qu'ils recherchent à chaque fois des choses très spécifiques et donc vivre pendant 4 ans d'affilée un rejet pour
une école ou un projet, bah, ça fait partie du milieu, hein. Il y a des gens, il y a une fille, elle vient d'être prise dans le Fantôme de l'Opéra, ça faisait 5 ans qu'elle auditionnait et qu'à chaque fois elle allait en finale et qu'on lui disait: «Non, Ouais. faut du mental, Ouais. faut du mental». Et parce que aussi, en tout cas à Londres, comparé à Paris, il y a beaucoup plus de spectacles, il y a plus d'opportunités, mais il y a beaucoup plus de monde aussi. Ce qui fait que rien que d'être vu dans une salle d'audition, c'est rien que d'être vu, c'est tout un stratagème et c'est, des fois, on se dit: «J'adorais avoir le privilège de me faire rejeter en audition, qu'on me dise non». Parce que rien que d'être vu, c'est déjà, une victoire, en fait. En gros, tout ça pour dire que il faut y aller, il faut y croire. Enfin, s'il y a des gens qui veulent, faire ça, il faut foncer et il faut pas attendre la validation d'autrui. Genre, si vous pensez que vous êtes légitime et que c'est une vraie passion et que vous avez quelque chose à apporter, il y a pas besoin d'autre validation de quelqu'un d'autre parce que des fois, même si on se prend des non sur non, c'est pas vous le problème, c'est juste, une question de timing, quoi. Très bien. Voilà. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous, on se quitte. N'oubliez pas, voilà, de liker, partager, commenter, envoyer le podcast à vos amis. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Valentine et Rocha pour After School. À plus! À plus!